La photo s'est gravée dans ma rétine comme une marque au fer rouge. Elle était là où Elena, ma femme depuis 12 ans, plaquée contre le plan de travail de notre cuisine, les doigts emmêlés dans les cheveux d'un jeune homme que je n'avais jamais vu. Son uniforme de livreur était froissé sur notre sol en marbre, ce même sol où notre fille avait fait ses premiers pas, où nous avions dansé sur notre chanson de mariage le mois dernier, pour notre anniversaire. J'étais assis, tétanisé, sur ma chaise de bureau à la maison, le téléphone d'Elena tremblant dans mes mains. Elle m'avait demandé de le prendre dans son sac à main pour vérifier son agenda pour notre réservation de dîner ce soir. Va juste à l'application calendrier, chérie, avait-elle lancé depuis la douche. Mais la notification qui s'est affichée ne concernait pas les réservations de dîner. J'ai hâte de te voir jeudi. Toujours à la même heure? Jec. L'aperçu du message montrait une pièce jointe. Un simple clic, et mon monde a explosé. L'horodatage indiquait mardi dernier, 14h47. J'avais eu des réunions à la chaîne tout l'après-midi, complètement inconscient que 23 ans de mariage, 12 avec Elena, 11 avec mon ex-femme, ne m'avaient rien appris sur le déchiffrage des signaux. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler d'autres messages. Des semaines. Des mois, peut-être. Chaque fil de conversation était comme un poignard entre mes côtes. Ton mari se doute de quelque chose? Kevin n'y voit que du feu. Il est toujours enseveli sous son travail. Bien. Que ça continue. Kevin. Elle l'appelait Kevin à son amant, pas Kev, pas chéri, pas un des surnoms tendres qu'elle me murmurait à l'oreille depuis plus de 10 ans. Juste Kevin. Clinique. Distant. Comme si j'étais déjà un étranger. La douche coulait toujours à l'étage. La voix d'Elena flottait, fredonnant la même chanson qu'elle avait fredonnée en préparant le petit déjeuner ce matin, en m'embrassant pour me dire au revoir, en me mentant effrontément à propos de son cours de yoga qui impliquait apparemment beaucoup plus d'étirements que je ne l'imaginais. Je me suis forcé à regarder d'autres photos. Mon Elena a 41 ans, mère de notre fille de 15 ans, Chloé, agent immobilier prospère, pilier de notre communauté de banlieue, se tordant contre un gamin qui ne devait pas avoir plus de 25 ans. Le logo de sa société de livraison était clairement visible sur le devant de son uniforme, Swift Delivery Solutions, solution de livraison rapide. La même entreprise qui livrait les colis des achats en ligne d'Elena depuis des mois. Le même jeune homme à qui j'avais poliment fait un signe de tête, à qui j'avais même offert une bouteille d'eau fraîche pendant la canicule de l'été. Jec. Son badge indiquait Jec. Comment s'est passée ta journée, chérie? Elena apparut dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans son peignoir de soie, les cheveux encore humides de la douche. Elle rayonnait, elle était même éblouissante. Avant, je pensais que c'était parce qu'elle avait commencé cette nouvelle routine de soins de la peau. Maintenant, je savais la vérité. Je me suis éclairci la gorge, en posant délicatement son téléphone face cachée sur mon bureau. Bien. Je finis juste quelques rapports. Elle s'approcha et embrassa le sommet de ma tête, son parfum familier de lavande se mêlant à une autre odeur que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose qui m'a noué l'estomac. J'ai réservé une table pour nous chez Romano pour 7h30, dit-elle, ses doigts caressant mes épaules. Ce petit resto italien que tu aimes. Les mêmes doigts qui s'étaient enroulés autour du corps d'un autre homme il y a quelques jours. Les mêmes lèvres qui s'étaient pressées contre les siennes. Ça a l'air parfait, réussis-je à dire, ma voix étonnamment stable. Après son départ, je suis resté assis dans le silence de mon bureau, entouré de mes manuels de droit et de mes dossiers, me demandant comment quelqu'un pouvait devenir un étranger tout en dormant dans votre lit chaque nuit. Comment on pouvait se réveiller à côté d'une personne pendant 4000 matins sans jamais voir les mensonges écrits sur son visage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé Swift Delivery Solutions dans la barre de recherche. Leur site web s'est affiché immédiatement, avec un annuaire des employés complet. Jake Morrison, 24 ans, effectuant des tournées de livraison dans notre code postal depuis 8 mois. 8 mois. C'est à ce moment-là qu'Elena avait commencé ses cours de yoga. Quand elle avait commencé à commander plus de colis en ligne. Quand elle avait recommencé à fredonner, sa démarche plus légère, son sourire plus éclatant. J'avais pensé qu'elle sortait enfin du marasme dans lequel elle était depuis la mort de sa mère l'année dernière. J'étais content pour elle. Quel imbécile. Mon téléphone a vibré. Un message de ma fille Chloé, « Papa, je dors chez Madison ce soir. Marathon de film. Je t'aime. Au moins une femme dans ma vie ne me mentait pas. Pas encore.
3 jours se sont écoulés avant que je puisse me résoudre à creuser davantage. 3 jours à être assis en face d'Elena au dîner, à la regarder sourire et rire et me poser des questions sur mes affaires, tout en sachant ce que je savais. 3 jours à ce qu'elle m'embrasse pour me souhaiter bonne nuit, son corps se pressant contre le mien dans notre lit king size, pendant que je restais rigide, fixant le plafond, me demandant si elle pensait à lui. Jeudi est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre dans le Michigan. Elena a annoncé qu'elle avait 3 visites de maison de prévues, ce qui l'occuperait jusqu'au soir. Je me suis mis en arrêt maladie au cabinet d'avocat la première fois en 5 ans et je me suis positionné dans ma voiture en face de notre maison. À 14h15, la camionnette blanche de Swift Delivery que je connaissais bien s'est garée devant chez nous. Jake Morrison en est sorti, mais il ne portait aucun colis. Il s'est dirigé droit vers notre porte d'entrée comme si c'était chez lui, a utilisé ce qui ressemblait fort à sa propre clé, et a disparu à l'intérieur. Mes mains serraient le volant si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. 20 minutes plus tard, j'étais sur le point de faire irruption chez moi lorsque mon téléphone a sonné. Kevin ? Ici Tom Bradley de Swift Delivery. Tom était le propriétaire, un type que j'avais aidé avec un conflit de contrat il y a 2 ans. Désolé de vous déranger, mais j'ai un problème. Un de mes chauffeurs, Jake Morrison, n'a pas fait son rapport aujourd'hui. Son GPS indique que sa camionnette est stationnée à votre adresse depuis 1 heure. Tout va bien chez vous ? L'ironie était si forte que j'ai failli m'étouffer. Ouais, Tom. Tout va bien. Il a probablement juste un problème avec une livraison. Justement, Kevin. Il n'a aucune livraison prévue dans votre quartier aujourd'hui. Le silence s'est installé. Tom n'était pas stupide. Il avait compris. Tom, tu peux me retrouver au Miller S dîner dans 1 heure. Je crois qu'il faut qu'on parle. Le Miller S dîner était situé à la périphérie de la ville, un endroit où les flics à la retraite buvaient du café et se mêlaient de leurs affaires. Tom Bradley était déjà là quand je suis arrivé, son visage buriné sombre. Depuis combien de temps, ai-je demandé en m'asseyant dans la banquette en face de lui. J'ai commencé à soupçonner il y a environ 1 mois. Jake prenait des pauses déjeuner prolongées, arrivait en retard, inventait des excuses. Hier, j'ai vérifié ses relevés d'itinéraire plus attentivement. Tom a sorti une tablette, a fait défiler plusieurs écrans. Il enregistre de fausses livraisons à votre adresse 3 fois par semaine depuis 2 mois. 2 mois. Pas 8. Ce n'était pas que ça avait une importance quelconque. Le truc, c'est que j'aime bien Jake, Kevin. Le gamin a du potentiel, il vient d'un milieu difficile. Mais il vole du temps, ment sur ses rapports, et apparemment. Tom a fait un geste vague. Il couche avec ma femme. Tom a grimacé. Je suis désolé, mec. Vraiment. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant le parking, en observant un jeune couple se disputer à côté de sa voiture. La femme pleurait. L'homme passait ses mains dans ses cheveux sans arrêt, l'air désespéré. J'ai besoin d'un service, Tom. Dis-moi tout. J'ai besoin de connaître l'emploi du temps de Jake pour le reste de la semaine. Et j'ai besoin de savoir s'il existe une politique d'entreprise concernant les relations entre les chauffeurs et les clients. L'expression de Tom s'est assombrie. Il y a une clause de moralité dans le contrat de chaque chauffeur. Fraude, vol, comportement inapproprié avec les clients, tout cela constitue un motif de résiliation immédiate. Bien. Ce soir-là, Elena est rentrée à 18h30, les joues rouges, les cheveux légèrement ébouriffés malgré sa tentative évidente de les arranger dans la voiture. Elle m'a embrassé pour me dire bonjour, ses lèvres avaient le goût de menthe, la même gomme à la menthe qu'elle gardait dans son sac à main pour après ses cours de yoga. Comment se sont passées les visites, ai-je demandé. Épuisantes. Les Henderson sont impossibles à satisfaire, et la propriété Johnson a besoin de tellement de travaux. Elle s'est déplacée dans notre cuisine avec une aisance consommée, en sortant des ingrédients du réfrigérateur. Mais je crois que j'ai peut-être trouvé l'endroit idéal pour le jeune couple que j'ai fait visiter la semaine dernière. Les mensonges coulaient si facilement. Depuis combien de temps était-elle aussi douée pour la tromperie? L'avait-elle toujours été, et étais-je juste trop naïf pour m'en apercevoir? Elena, ai-je dit prudemment, est-ce que tu penses parfois à nous? Elle s'est arrêtée, une laitue à la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre mariage. Est-ce que tu es heureuse? Pendant un instant, quelque chose a traversé son visage. Culpabilité? Peur?
Puis c'était parti, remplacé par son sourire d'agent immobilier. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi tu me demandes ça? Je me demandais juste. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Les gens changent. Elle a posé la laitue et s'est approchée de moi, en enlaçant ma taille. Je t'aime, Kevin. Tu le sais, n'est-ce pas? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Peut-être parce que je pouvais sentir qu'elle les pensait, du moins en partie. C'était la partie la plus cruelle de tout ça. Elle pouvait m'aimer et me trahir simultanément, compartimenter sa vie si complètement que les deux réalités coexistaient sans la détruire. Je t'aime aussi, ai-je dit, et pour la première fois dans notre mariage, ces mots sonnaient comme un mensonge. Vendredi matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu d'aller au bureau, je me suis rendu au dépôt de Swift Delivery et j'ai attendu que Jake Morrison commence son service. Il est sorti du bâtiment à 8h47, ressemblant exactement à ce qu'il était, un gamin qui s'était aventuré dans quelque chose qui le dépassait largement. Cheveux châtain clair, corps mince, il pensait probablement qu'il vivait une sorte de fantasme de film avec la femme plus âgée. J'ai suivi sa camionnette pendant 20 minutes avant qu'il ne s'arrête à une station-service. Quand il est entré pour payer, je l'ai accosté au comptoir. « Jake Morrison ?» Il s'est retourné, et j'ai vu la reconnaissance apparaître dans ses yeux. Il m'avait déjà vu avant, probablement plusieurs fois, mais maintenant il me voyait comme le mari d'Elena, pas juste le type qui lui offrait des bouteilles d'eau. « Ouais. Je suis Kevin Reeves. Je crois qu'il faut qu'on parle. » La couleur se retira de son visage. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ma femme. Elena. »« Je sais. » Il jeta un coup d'œil circulaire à la station-service, comme s'il cherchait une issue. La caissière, une adolescente aux cheveux violets et bardée de piercings, nous observait avec un intérêt manifeste. « Écoute, mec, je ne veux pas d'ennui. » Alors, il ne fallait pas coucher avec ma femme. Les mots restèrent suspendus entre nous. Les mains de Jake tremblaient tandis qu'il tendait de l'argent à la caissière. « Dehors, dis-je. »« Maintenant. » Le parking était presque vide. Jake s'adossa à sa camionnette, l'air prêt à vomir. « Ça dure depuis combien de temps ?» demandai-je. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ça dure depuis combien de temps ?»« 2 mois. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Est-ce qu'elle parle de moi ?» Il parut confus. « Quoi ? Quand tu es avec elle. Est-ce qu'Elena parle de moi? De notre mariage? » Le malaise de Jake était palpable. « Parfois. Elle dit que tu travailles trop. Que vous vous êtes éloignés. » La vérité, filtrée par la trahison. Elena était malheureuse, et au lieu de m'en parler, elle avait trouvé du réconfort dans les bras d'un gamin qui avait la moitié de son âge. Elle dit autre chose? Elle parle de te quitter. Les mots me frappèrent comme un coup de massue. Quoi? Elle s'est renseignée sur mes projets, mon avenir. Elle parle de tout recommencer ailleurs. Jake passa ses mains dans ses cheveux. Écoute, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Elle était seule, et je faisais une livraison, et on a commencé à parler. Et parler a mené au café, le café au déjeuner, le déjeuner au plan de travail de ma cuisine. Son visage rougit. Comment tu as? Peu importe. Oui. Ma fille vit dans cette maison. Je sais. Elena m'a parlé de Chloé. Elle a l'air d'être une fille formidable. La façon désinvolte dont il prononça le nom de ma fille fit se brouiller ma vision de rage. Tu n'as pas le droit de connaître ma fille. Tu n'as pas le droit de faire partie de sa vie. Je n'essaie pas de. Si, tu essaies. Quand tu planifies un avenir avec sa mère, tu t'immisces dans ma famille. Jake se redressa, et pendant un instant, je vis l'homme qu'il essayait de devenir au lieu du gamin qu'il était encore. Elena n'est pas heureuse, monsieur Reeves. Peut-être qu'au lieu de me menacer, vous devriez vous demander pourquoi votre femme a besoin de trouver le bonheur ailleurs. L'audace était à couper le souffle. Tu veux savoir pourquoi ma femme est malheureuse? Parce que c'est une menteuse et une tricheuse qui est trop lâche pour avoir une conversation honnête avec son mari à propos des problèmes dans notre mariage. Ce n'est pas. Monte dans ta camionnette, Jake. Pars. Ne reviens pas chez moi, ne contacte pas ma femme, ne pense même pas à ma famille. Parce que si tu le fais, je ferai en sorte que tu perdes ton travail, ton appartement, et tout ce que je peux te prendre.
Je suis avocat, gamin. Détruire des gens, c'est mon métier. Il grimpa dans sa camionnette sans dire un mot, mais je pouvais voir la rébellion dans ses yeux. Ce n'était pas terminé. Ce soir-là, j'ai attendu qu'Elena rentre de son cours de yoga. Elle a franchi la porte à 18h45, son teint radieux d'après l'entraînement plus évident que jamais. Comment s'est passé le cours, demandai-je. Super. On a travaillé la souplesse aujourd'hui. Elle m'embrassa sur la joue. Je m'améliore dans ces postures difficiles. J'en suis sûr. Quelque chose dans mon ton la fit s'arrêter. Tout va bien? Elena, il faut qu'on parle. Les mots que toute personne mariée redoute. Elle posa son sac de sport lentement. À propos de quoi? À propos de Jake Morrison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage d'Elena exprima une série d'émotions, le choc, la peur, le calcul, et finalement, la résignation. Tu sais ça depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? Elle s'effondra sur le fauteuil de notre salon, le même fauteuil où elle avait allaité Chloé quand elle était bébé, où elle avait lu des histoires au coucher, où elle s'était endormie en regardant des films tardifs avec moi 1 millier de fois. Kevin, je peux t'expliquer. Tu peux? Tu peux expliquer comment tu me mens depuis des mois. Comment tu as fait entrer un autre homme dans notre maison, dans notre lit? Ce n'était pas dans notre lit. Les mots sortirent si rapidement que je savais qu'elle avait préparé cette défense. Ah, eh bien, ça rend les choses tellement mieux. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucune envie de la réconforter. Juste une colère froide et dure. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, murmura-t-elle. Mais c'est arrivé. Plusieurs fois. Pendant des mois. Oui. Est-ce que tu l'aimes? La question resta suspendue entre nous comme une arme chargée. Elena me regarda avec ses yeux verts dont j'étais tombé amoureux il y a 15 ans. Je ne sais pas. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Kevin, oui, je t'aime. Alors pourquoi? Elle essuya ses yeux du revers de sa main, laissant des traces de mascara sur ses joues. Parce que je suis en train de disparaître. Depuis 2 ans, peut-être plus, je suis en train de disparaître, et tu ne l'as pas remarqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me réveille tous les matins et que je joue le rôle d'Elena Reeves, femme, mère et agent immobilier, mais je ne sais plus qui je suis. Quand ma mère est morte, quelque chose s'est brisé en moi, et au lieu de m'aider à recoller les morceaux, tu as juste continué. Tu as continué à travailler, à te concentrer sur tes affaires, à vivre ta vie comme si de rien n'était. Ta mère est morte il y a 2 ans, Elena. Tu vois Jake depuis 2 mois. Et les 22 autres mois. Elle fixa le sol. Je me suis senti seul. Seul. Le mot résonna dans notre salon comme une accusation. Tu t'es senti seul alors que tu vivais avec moi et notre fille. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur notre jardin. La balançoire que j'avais construite pour Chloé quand elle avait 7 ans était toujours là, rouillée mais solide. À quand remonte notre dernière vraie conversation, Kevin? Pas une conversation sur les horaires, les factures ou l'école de Chloé, mais sur nous? Sur nos rêves, nos peurs, ce qu'on attend de la vie? J'ouvris la bouche pour répondre et réaliser que je ne m'en souvenais pas. À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé comment j'allais? Vraiment, pas juste comment s'est passée ta journée? À nouveau, le silence. À quand remonte la dernière fois où tu m'as regardé ou où tu m'as vraiment regardé et où tu as vu Elena, pas juste la femme qui gère ta maison et élève ta fille? C'est notre fille. Est-ce si sûr? Parce que tu travailles 60 heures par semaine, Kevin. Tu pars avant qu'elle ne se réveille et tu rentres après qu'elle ait fini ses devoirs. C'est moi qui l'aide avec ses problèmes de garçon, ses histoires de copines et ses dossiers de candidature à l'université. C'est moi qui sais qu'elle souffre d'anxiété depuis la mort de sa grand-mère. C'est moi qui l'ai trouvée en pleurs dans sa chambre le mois dernier parce qu'elle pense qu'elle n'est pas assez intelligente pour Northwestern. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Quand? Pendant nos dîners de 15 minutes où tu consultes ton téléphone entre 2 bouchées? Pendant nos samedis matins où tu travailles sur tes affaires? Pendant nos dimanches après-midi où tu joues au golf avec Tom Bradley? Tom. L'ironie ne m'échappait pas. Alors tu as décidé d'avoir une liaison au lieu de me parler. Elena se détourna de la fenêtre, le visage strié de larmes. Je n'ai rien décidé.
C'est arrivé comme ça. Les liaisons n'arrivent pas comme ça, Elena. C'est une série de choix. Tu as choisi de flirter avec lui. Tu as choisi de lui donner ton numéro. Tu as choisi de le rencontrer quelque part. Tu as choisi de l'embrasser. Tu as choisi de le faire entrer dans notre maison. Chaque étape était un choix. Tu as raison. Sa voix était à peine un murmure. Tu as tout à fait raison. Et maintenant, tu veux me quitter pour lui? Elle parut choquée. Quoi? Non. Je n'ai jamais dit ça. C'est pourtant ce que Jake semble croire. Il dit que tu parles de tout recommencer ailleurs. Elena se laissa retomber sur la chaise, le visage pâle. J'ai peut-être dit certaines choses. Sur le coup. Quand j'étais en colère ou frustré. Des choses comme quoi? Comme me demander à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait des choix différents. Si j'avais épousé quelqu'un qui me voyait comme plus qu'un simple pilier. Le plus cruel, c'était qu'elle n'avait pas tout à fait tort. À un moment donné, j'avais cessé de voir Elena comme la femme dynamique et indépendante que j'avais épousée et j'avais commencé à la voir comme un rôle dans ma vie, épouse, mère, partenaire dans la logistique domestique. Qu'est-ce que tu veux, Elena? De moi, de notre mariage, de ta vie? Elle resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle ne répondrait pas. Je veux me sentir vivante à nouveau. Je veux me réveiller en étant enthousiaste à l'idée de la journée à venir au lieu de juste la traverser. Je veux me sentir désiré, pas juste nécessaire. Je veux compter pour quelqu'un, pas seulement être utile à quelqu'un. Et Jake te fait ressentir ces choses? Oui. L'aveu flottait entre nous comme une confession. Et moi, je ne te les fais pas ressentir. Plus maintenant. Nous étions assis dans notre salon, entourés de 15 années de vie commune, des photos de vacances, des dessins de Chloé de l'école primaire, des livres que nous avions lus ensemble, des meubles que nous avions choisis quand nous étions jeunes mariés et je réalisais que nous étions des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je. Je ne sais pas. Tu veux essayer? De réparer ça? Elena me regarda avec ses yeux verts, et pendant un instant, je vis la femme dont j'étais tombé amoureux il y a toutes ces années. Et toi? La question me prit au dépourvu. Est-ce que je voulais essayer? Pourrais-je lui pardonner? Pourrais-je changer? Pourrions-nous reconstruire quelque chose à partir des décombres de la trahison et de la négligence? Je crois qu'on le doit à Chloé, d'essayer. Et qu'est-ce qu'on se doit l'un à l'autre? Je n'avais pas de réponse à cela. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Chloé résonna dans la maison. Maman? Papa? Je suis rentré. Elena et moi nous regardâmes, un accord silencieux passa entre nous. Quoi qu'il arrive ensuite, notre fille n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Dans le salon, chérie, appela Elena, essuyant rapidement ses yeux. Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, son sac à dos jeté sur une épaule, le visage rayonnant de l'énergie de ses 15 ans. Les parents de Madison vont à Mackinac Island le week-end prochain et ils m'ont invité à les accompagner. Je peux y aller? S'il te plaît? Je promets de faire tous mes devoirs avant de partir et d'aider aux tâches ménagères toute la semaine. J'ai regardé ma fille vraiment regarder et j'ai vu les yeux d'Elena, mon menton obstiné, et un mélange d'espoir et d'anxiété qui me rappelait qu'elle n'était encore qu'une enfant naviguant dans un monde compliqué. On en parlera, ai-je dit. Raconte-nous ta journée. Alors que Chloé se lançait dans une histoire de répétition de la troupe de théâtre et d'examen de chimie, j'ai vu Elena se transformer à nouveau en la mère que j'avais toujours connue, attentive, présente, aimante. La femme qui m'avait trahi était la même qui savait exactement comment faire en sorte que notre fille se sente écoutée et valorisée. Comment accepter ça? Comment aimer et détester quelqu'un simultanément? Comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait vous mentir en face tout en vous préparant le petit déjeuner? Après que Chloé soit montée faire ses devoirs, Elena et moi nous sommes retrouvés face à face. On ne peut pas continuer comme ça, a-t-elle dit. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pensé à Jake Morrison, probablement assis dans son appartement à se demander s'il avait perdu son travail et son amante le même jour. J'ai pensé à notre fille, là-haut, faisant ses devoirs et planifiant son avenir, inconsciente du fait que sa famille était en train de s'effondrer. J'ai pensé à la vie qu'Elena et moi avions construite ensemble, et à la vie que nous avions cessé de construire en cours de route. On va trouver une solution, ai-je dit. Un jour à la fois.
Le week-end s'est déroulé dans une étrange suspension de la réalité. Elena et moi avons suivi nos routines habituelles, faire les courses, assister au match de foot de Chloé, dîner dans son restaurant préféré, tout en évitant soigneusement toute mention de Jake Morrison ou de la conversation qui avait fait exploser notre mariage. Dimanche soir, après que Chloé se soit couchée, Elena m'a trouvé dans mon bureau en train de lire des dossiers. J'ai mis fin à tout ça, a-t-elle dit depuis l'encadrement de la porte. J'ai levé les yeux de mon mémoire. Quand? Hier matin. Je l'ai appelé et je lui ai dit que c'était fini. Comment l'a-t-il pris? Elena entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Il était bouleversé. Il a dit qu'il m'aimait. Ces mots m'ont piqué, mais pas autant que je l'aurais cru. Tu l'aimes? Je le pensais. Mais je crois que j'étais amoureuse de ce qu'il me faisait ressentir, pas de lui. Et qu'est-ce qu'il te faisait ressentir? Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, celle où s'asseyaient les clients sur le point d'avouer leurs pires erreurs. Jeune. Désirable. Comme si j'étais la chose la plus importante à ses yeux. La voix d'Elena était douce, presque nostalgique. Quand Jake me regardait, il voyait une femme, pas une épouse, une mère ou une agent immobilier. Juste Elena. Et quand moi, je te regarde? Tu vois ta femme. La mère de ton enfant. Ta partenaire dans la gestion du foyer. Mais tu ne me vois pas, moi. J'ai reposé mon mémoire et j'ai vraiment regardé Elena. Elle avait 41 ans, mais elle aurait pu en faire 35. Ses cheveux auburn captaient la lumière de ma lampe de bureau, et ses yeux verts recélaient des profondeurs que j'avais oubliées qui existaient. Quand avais-je cessé de remarquer à quel point elle était belle? Je te vois, ai-je dit. Non, tu ne me vois pas. Tu vois le rôle que je joue dans ta vie. Il y a une différence. Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. J'ai appelé une thérapeute, a continué Elena. Le docteur Sarah Chen. Elle est spécialisée dans les thérapies de couple. Notre premier rendez-vous est mardi à 7 heures. Tu as pris rendez-vous sans me demander. Je te le demande maintenant. Viendras-tu? J'ai pensé à l'alternative, des avocats spécialisés dans les divorces, des accords de garde d'enfants, expliquer à Chloé pourquoi ses parents ne pouvaient plus vivre dans la même maison. J'ai pensé à Jake Morrison et à ce qu'Elena avait trouvé dans ses bras qu'elle ne trouvait pas dans les miens. Oui. Les épaules d'Elena se sont affaissées de soulagement. Merci. Elena, j'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. D'accord. Est-ce que tu restes parce que tu veux réparer notre mariage, ou parce que tu as peur de ce que le départ te coûterait? Elle est restée silencieuse pendant un long moment, les mains croisées sur ses genoux. Les deux, a-t-elle finalement répondu. J'ai une peur bleue de perdre Chloé, de briser notre famille, de recommencer à 41 ans. Mais j'ai aussi une peur bleue de te perdre, toi. L'homme que j'ai épousé est toujours là, quelque part, Kevin. Je veux le retrouver. Et s'il n'est plus là? Et si c'est ça que je suis devenu, le mari obsédé par son travail qui considère sa famille comme acquise? Alors on trouvera qui tu es maintenant, et qui je suis maintenant, et si ces deux personnes peuvent construire quelque chose ensemble. Lundi matin, j'ai appelé Tom Bradley. Kevin? Comment tu tiens le coup? J'ai besoin de savoir si tu as viré Jake Morrison. J'allais t'appeler à ce sujet. Je ne l'ai pas viré, mais je l'ai muté sur nos lignes de Détroit. Il ne sera plus dans ton quartier. Bien. Kevin, pour ce que ça vaut, je crois que le gamin a retenu la leçon. Il était assez secoué après votre conversation de vendredi. Je me fiche qu'il ait retenu la leçon, Tom. Ce qui m'importe, c'est qu'il reste loin de ma famille. Il le fera. Tu as ma parole. Cet après-midi-là, j'ai quitté le bureau à 16h30, le plus tôt depuis des mois. Je suis allé à l'école de Chloé et j'ai attendu qu'elle sorte du cours de théâtre. Elle a été surprise de me voir. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que je te ramènerais. On pourrait s'arrêter prendre une glace. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Un lundi? Pourquoi pas? Nous sommes allés à ce glacier où je l'avais emmenée quand elle avait 7 ans et qu'elle avait perdu sa première dent. Elle a commandé le même parfum qu'elle avait toujours adoré, un menthe chocolat, et j'ai réalisé que j'avais oublié ce simple détail sur ma fille. Papa, est-ce que tout va bien entre toi et maman? La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi tu demandes ça?
Vous êtes bizarre depuis quelque temps. Jean, poliment bizarre. Et maman a pleuré. J'aurais dû me douter que Chloé remarquerait quelque chose. Elle a 15 ans, pas 5. Les adultes traversent parfois des moments difficiles, ma chérie. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ni qu'on ne t'aime pas. Vous allez divorcer? La question directe méritait une réponse directe. On essaie de résoudre des problèmes. Mais on va essayer d'arranger les choses. D'accord. Elle a pris une grande bouchée de glace. Les parents de Madison ont divorcé l'année dernière, et ça a été très dur pour elle. Elle a dû choisir avec quels parents elle voulait vivre, et elle se sentait coupable, peu importe son choix. Tu n'auras pas à faire ce choix, Chloé. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, nous serons toujours tes parents. Je sais. Mais je préfère quand on est tous ensemble. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai trouvé Elena dans la cuisine, préparant le dîner comme toujours. Mais au lieu de me réfugier dans mon bureau, je suis resté. Comment puis-je aider? Elle a paru surprise. Tu pourrais mettre la table. Pendant que je disposais les assiettes et les couverts, Elena m'a raconté sa journée à un client difficile, une maison qui ne se vendait pas, une conversation avec sa sœur au sujet des préparatifs de Thanksgiving. J'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où je l'avais vraiment écouté parler de sa vie. Elena, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Elle s'est arrêtée de touiller la sauce tomate. À part agent immobilier, tu veux dire? Oui. Je voulais être enseignante. À l'école primaire. J'adorais l'idée de façonner de jeunes esprits, d'être l'adulte qui fait une différence dans la vie d'un enfant. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je t'ai rencontré, et tu allais devenir avocat, et il me semblait plus pratique pour moi de me lancer dans l'immobilier. Plus d'argent, des horaires plus flexibles pour quand on aurait des enfants. Je ne l'avais jamais su. En toutes nos années ensemble, Elena ne m'avait jamais parlé de son rêve d'enseigner. Tu le regrettes? Parfois. Surtout quand je suis confronté à des acheteurs ou des vendeurs difficiles. L'immobilier, c'est une affaire de transaction, mais l'enseignement aurait été une affaire de relation. Il n'est pas trop tard, tu sais. Si tu voulais reprendre tes études, obtenir ton diplôme d'enseignante. Elena m'a regardé comme si je lui avais proposé de s'enfuir et de rejoindre un cirque. Kevin, j'ai 41 ans. Et alors? Tu pourrais enseigner pendant 25 ans. C'est toute une carrière. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une véritable lueur d'excitation dans ses yeux. Tu serais d'accord avec ça? La baisse de salaire, le fait de retourner aux études. Elena, je gagne assez d'argent pour nous deux. Si l'enseignement pouvait te rendre heureuse, alors oui, je serais d'accord. Elle s'est détournée, mais pas avant que je ne voie des larmes dans ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. C'est juste, ça fait longtemps que tu ne m'as pas demandé ce qui me rendrait heureuse. Le bureau du docteur Sarah Chen n'avait rien à voir avec ce que j'attendais. Au lieu de l'espace stérile et clinique que j'avais imaginé, il était chaleureux et accueillant, avec des fauteuils confortables disposés autour d'une petite table, un éclairage doux et des peintures de paysages paisibles sur les murs. Merci d'être venus tous les deux, a dit le docteur Chen, tandis que nous nous installions dans nos fauteuils. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être dans la trentaine, avec une présence tranquille qui m'a immédiatement mis à l'aise. Elena, pourquoi ne pas commencer par me dire ce qui vous amène ici? Elena m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé à nouveau le docteur Chen. J'ai eu une liaison. Les mots sont restés en suspens comme un aveu. Le docteur Chen a acquiescé, prenant une note sur son bloc-notes. Et Kevin, comment avez-vous découvert cela? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Comment vous sentez-vous tous les deux en ce moment, d'être ici ensemble? Elena a pris la parole la première. Pleine d'espoir. Et terrifiée. Kevin? En colère. Blessé. Mais aussi, je veux comprendre pourquoi c'est arrivé. Le docteur Chen a posé son stylo et nous a regardés tous les deux. Les liaisons n'arrivent pas dans un vide. Elles sont généralement les symptômes de problèmes plus profonds dans une relation. Mon travail n'est pas d'attribuer le blâme ou de déterminer qui avait raison ou tort, mais de vous aider tous les deux à comprendre ce qui vous a conduit à ce point et à décider si vous voulez travailler ensemble pour reconstruire. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé de choses dont Elena et moi n'avions jamais discuté en 15 ans de mariage. Le docteur Chen a posé des questions sur nos modes de communication, nos attentes l'un envers l'autre,
la façon dont nous gérions les conflits, la façon dont nous montrions notre affection. Elena, vous avez mentionné le sentiment d'être invisible dans votre mariage. Pouvez-vous développer? C'est comme si j'étais devenu un personnage secondaire dans la vie de Kevin, au lieu d'être la co-vedette. Sa carrière était la priorité, son emploi du temps dictait notre calendrier familial, ses besoins passaient avant tout. J'ai commencé à avoir l'impression que je ne comptais que par rapport à ce que je pouvais faire pour lui et Chloé. Kevin, comment réagissez-vous à cela? J'ai repensé à toutes les fois où j'avais travaillé tard alors qu'Elena s'occupait des événements scolaires de Chloé, à toutes les fois où j'avais fait des plans sans la consulter, à toutes les fois où j'avais parlé de mes affaires pendant le dîner pendant qu'elle écoutait poliment. Je crois qu'elle a raison. J'étais tellement concentré sur le fait d'assurer le confort matériel de ma famille que j'en ai oublié d'être réellement présent avec elle. C'est un schéma courant, a déclaré le Dr Chen. Kevin, vous avez montré votre amour en travaillant dur et en étant un bon pourvoyeur. Elena, vous avez montré votre amour en gérant la maison et en répondant aux besoins de chacun. Mais aucun de vous deux ne satisfaisait ses besoins émotionnels. Alors Elena a décidé de satisfaire ses besoins ailleurs, ai-je dit, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Kevin, j'entends la douleur dans cette déclaration. Et vous avez raison de ressentir de la douleur. Les liaisons causent une douleur immense. Mais je suis curieux, que faisiez-vous pour satisfaire vos propres besoins émotionnels? La question m'a pris au dépourvu. Je ne sais pas. Je suppose que je ne pensais pas aux besoins émotionnels. On apprend souvent aux hommes dans notre culture que les besoins émotionnels sont une faiblesse, a poursuivi le Dr Chen. Mais tout le monde en a. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits dans une relation principale, les gens trouvent d'autres moyens de faire face. Certains travaillent davantage, certains se replient sur eux-mêmes, d'autres ont des liaisons. Donc, c'est de ma faute? Non, a dit Elena rapidement. C'est de ma faute. J'ai fait le choix d'avoir une liaison au lieu de te parler de nos problèmes. Elena, vous assumez la responsabilité de vos choix, ce qui est important. Mais Kevin, la liaison était un symptôme, pas la maladie. Si nous nous concentrons uniquement sur la liaison, nous ne réglerons pas les problèmes sous-jacents qui ont rendu votre mariage vulnérable en premier lieu. Lorsque nous avons quitté le cabinet du Dr Chen, je me sentais émotionnellement épuisé, mais étrangement plein d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, Elena et moi avions parlé honnêtement de notre relation sans que cela ne se transforme en dispute. Comment te sens-tu? Ai-je demandé en marchant vers nos voitures. Comme si nous avions beaucoup de travail à faire, a déclaré Elena. Mais aussi comme si nous pouvions peut-être y arriver. Le Dr Chen nous a donné des devoirs. Elena a souri, le premier sourire sincère que je lui voyais depuis des semaines. 15 minutes par jour de conversation ininterrompue. Pas de téléphone, pas de télé, pas de distraction. Et nous sommes censés nous poser des questions à tour de rôle. De vraies questions. Pas « comment s'est passée ta journée », mais « à quoi as-tu pensé dernièrement » ou « qu'est-ce que tu aimerais que je sache sur toi » au point. Ce soir-là, après le coucher de Chloé, Elena et moi nous sommes assis sur notre terrasse avec des tasses de café et une liste de sujets de conversation que le Dr Chen nous avait donnés. À toi de poser la première question, a dit Elena. J'ai regardé la liste, puis je l'ai mise de côté. Quelle est la plus grande chose que tu aies perdue dans ta vie, à part ta mère? Elena est restée silencieuse pendant un moment, serrant sa tasse de café. Moi-même. Avant, je peignais, tu savais? À la fac, j'avais un atelier et je pouvais y passer des heures à créer. J'étais plutôt doué, en fait. Je ne savais pas. J'ai arrêté après notre mariage. Il y avait toujours quelque chose de plus pratique à faire, travailler, faire le ménage, s'occuper de Chloé. La peinture me paraissait égoïste, je suppose. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ça te manquait? Parce que tu travaillais si dur pour faire avancer ta carrière, et je ne voulais pas avoir l'air ingrat ou frivole. Elle a pris une gorgée de café. À mon tour. Quelle est ta plus grande peur concernant notre mariage? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Que je sois trop brisé pour réparer ça. Que j'ai été émotionnellement absent pendant si longtemps que je ne sache plus comment être présent. Kevin. Non, laisse-moi finir. J'ai peur que, même si nous allons en thérapie et disons les bonnes choses et suivons toutes les étapes, je serai toujours le type qui consulte son téléphone pendant le dîner et travaille le week-end et te traite comme une partenaire commerciale au lieu de la femme dont je suis tombé amoureux. Elena s'est penchée par-dessus la petite table et a pris ma main.
Le fait que tu aies peur de ça signifie que tu n'es pas trop brisé pour réparer. Au cours des semaines suivantes, nous avons pris une routine. Thérapie le mardi, 15 minutes de conversation chaque soir et de petits changements qui semblaient monumentaux. J'ai commencé à quitter le travail à 18h 3 jours par semaine. Elena s'est inscrite à un cours de peinture le samedi matin. Nous avons instauré des dîners sans téléphone où nous nous parlions réellement, Chloé et moi. Ce n'était pas parfait. Certains soirs, nos conversations étaient forcées et maladroites. Certains soirs, je surprenais Elena en train de regarder par la fenêtre avec un regard lointain qui me faisait me demander si elle pensait à Jack Morrison. Certains matins, je me réveillais en colère, me rappelant les photos sur son téléphone, les mensonges, la trahison. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à nous souvenir de la raison pour laquelle nous étions tombés amoureux au départ. 3 semaines après le début de la thérapie, le docteur Chen nous a demandé de faire un exercice. Je veux que vous vous écriviez des lettres. Pas sur l'aventure, pas sur vos problèmes, mais sur ce que vous appréciez chez l'autre. Ce que vous admirez, ce dont vous êtes reconnaissant, ce que vous aimez. Même après tout ce qui s'est passé, demanda Elena. Surtout après tout ce qui s'est passé. Il est facile d'aimer quelqu'un quand tout est parfait. La vraie question est de savoir si vous pouvez trouver des choses à aimer chez l'autre après vous être vu au pire. Ce soir-là, je suis resté assis à mon bureau pendant 2 heures, essayant de trouver les mots pour exprimer des sentiments que j'avais enfouis sous des années de routine et de ressentiment. Finalement, j'ai commencé à écrire. Elena. J'aime la façon dont tu fais rire Chloé. J'aime vous regarder toutes les deux, voir la mère que tu es devenue, la façon dont tu l'écoutes de tout ton cœur. J'aime le fait que tu te souviennes de l'anniversaire de tout le monde et que tu envoies des cartes à tes voisins âgés et que tu laisses toujours un pourboire généreux au serveur parce que tu sais à quel point ils travaillent dur. J'aime le fait que tu pleures devant les publicités et que tu t'investisses dans la vie des personnages de livres. J'aime le fait que tu mettes encore de la musique et que tu danses dans la cuisine quand tu penses que personne ne te regarde. J'aime ta terrible voix de chanteuse et la façon dont tu inventes des paroles quand tu ne connais pas les vraies. J'aime le fait que tu sois assez courageuse pour te battre pour notre mariage, même après que je t'ai laissé tomber. J'aime le fait que tu sois prête à être vulnérable et honnête, même quand c'est douloureux. J'aime le fait que tu prennes des cours de peinture et que tu penses à enseigner parce que tu mérites de poursuivre tes rêves, pas seulement de gérer les besoins des autres. Je suis désolé d'avoir oublié de voir ces choses. Je suis désolé d'avoir laissé la routine quotidienne me rendre aveugle à la femme extraordinaire que j'ai épousée. Je veux passer le reste de notre mariage à m'en souvenir. Kevin. La lettre d'Elena pour moi était plus longue, écrite de sa calligraphie soignée sur le papier à lettres à motifs floraux qu'elle avait depuis l'université. Kevin. J'aime ton intégrité. Même quand tu es en colère contre moi, même quand je t'ai terriblement blessé, tu essaies toujours d'être juste, tu essaies toujours de comprendre. J'aime le fait que tu ne m'aies jamais insulté ou n'aies jamais essayé de m'humilier, même si je l'aurais mérité. J'aime te regarder avec Chloé. Tu penses peut-être que tu n'es pas assez présent, mais elle t'adore. Quand elle parle de toi à ses amis, son visage s'illumine. Elle est fière d'être ta fille. J'aime ton éthique de travail, même quand elle me frustre. Tu subviens aux besoins de notre famille non pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu veux nous donner la sécurité et des opportunités. J'aime le fait que tu te soucies sincèrement de tes clients, que tu te battes pour les personnes qui ne peuvent pas se battre pour elles-mêmes. J'aime le fait que tu sois en thérapie avec moi, même si cela va à l'encontre de tous tes instincts. Tu détestes parler de tes sentiments, tu détestes être vulnérable, tu détestes admettre quand tu ne sais pas quelque chose. Mais tu es là parce que tu m'aimes et que tu aimes notre famille. J'aime le fait que tu m'aies posé des questions sur l'enseignement, que tu m'aies écouté quand je t'ai parlé de mes rêves. J'aime le fait que ton premier instinct ait été de me soutenir, de ne pas t'inquiéter de l'argent ou de la logistique. Je suis désolé d'avoir brisé ta confiance. Je suis désolé d'avoir laissé ma solitude devenir plus importante que notre mariage. Je suis désolé d'avoir choisi la voie de la facilité au lieu du dur labeur de réparer ce qui était cassé entre nous. Je veux regagner ta confiance. Je veux construire quelque chose de mieux que ce que nous avions avant. Elena. Nous avons lu nos lettres à voix haute l'un à l'autre dans le bureau du docteur Chen le mardi suivant. À la fin, nous pleurions tous les trois. C'est la fondation sur laquelle vous construisez, a déclaré le docteur Chen. Non pas le mariage parfait que vous pensiez avoir, mais le véritable amour qui a survécu à la pire chose qui puisse lui arriver. Dies chapitre 7, la transformation. 6 mois plus tard,
je me tenais sur le seuil de l'atelier d'art d'Elena, l'ancienne chambre d'amis transformée où elle avait installé un chevalet, des toiles et suffisamment de matériel de peinture pour approvisionner un petit magasin. Elle travaillait sur un paysage, sa langue dépassant légèrement, concentrée comme elle l'était quand elle équilibrait notre chéquier au début de notre mariage. C'est magnifique, dis-je. Elle leva les yeux, une traînée de peinture bleue sur sa joue. Tu trouves? Je ne suis pas sûr pour le ciel. Le ciel est parfait. On dirait la vue de notre cabane de lune de miel. Elena sourit, posant son pinceau. C'est la vue de notre cabane de lune de miel. J'ai peint des endroits qui ont été importants pour nous. Je suis entré dans la pièce, regardant les autres toiles alignées le long des murs. La plage où j'avais fait ma demande en mariage. L'hôpital où Chloé est née. Notre premier appartement avec son horrible moquette verte et la fenêtre qui ne fermait jamais complètement. Elena, c'est incroyable. Je pensais en présenter quelques-unes à la foire d'art communautaire le mois prochain. Tu devrais. Vraiment? Tu ne penses pas que ce sont juste des peintures de passe-temps d'amateurs? Je me suis tourné pour la regarder complètement. Je pense que c'est le travail de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire sur l'amour, la mémoire et les lieux qui nous façonnent. Je crois que c'est l'œuvre d'une artiste. Le mot flottait entre nous artistes. Pas épouse, pas mère, pas agent immobilier. Artiste. J'ai été acceptée au programme de formation pour devenir enseignante, dit Elena doucement. Quoi? Quand? La lettre est arrivée hier. Je peux commencer les cours à la rentrée, et si je me débrouille bien, je pourrai faire mon stage d'enseignement au printemps prochain. J'ai traversé la pièce et je l'ai serré dans mes bras, sans me soucier de la peinture sur ses vêtements. Elena, c'est formidable. Je suis tellement fier de toi. Tu es sûr que ça ne te pose pas de problème? La perte de salaire sera importante, et je serai à l'école pendant 2 ans. Arrête. J'ai pris son visage entre mes mains. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Je suis enthousiaste pour toi. Elle m'embrassa alors, et c'était comme l'embrasser pour la première fois depuis des années. Pas les baisers convenus que nous avions échangés pendant le pire de nos problèmes, mais un vrai baiser, plein de promesses et de possibilités. J'ai une nouvelle aussi, dis-je quand nous nous sommes séparés. J'ai parlé aux associés de la possibilité de réduire ma charge de travail. Je vais prendre moins de clients pour pouvoir être plus à la maison. Kevin, tu n'es pas obligé de faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour nous. Pour Chloé. Pour moi. Je me suis assis sur le petit tabouret qu'elle utilise pour peindre. J'ai réalisé quelque chose en thérapie. J'utilisais le travail pour éviter de gérer mes émotions, les aspects difficiles du mariage et de la vie de famille. C'était plus facile de rester au bureau que de chercher comment renouer avec toi et Chloé. Et maintenant? Maintenant, j'ai envie de trouver une solution. J'ai envie d'être le mari et le père que j'aurais dû être depuis le début. Elena s'est assise sur la coudoir de sa chaise, me regardant avec sérieux. On a fait du chemin, hein? Oui, c'est vrai. Je pense encore à Jack parfois. Cette franchise était comme un petit coup de couteau entre mes côtes, mais je n'ai pas bronché. Nous avions appris que l'honnêteté, même douloureuse, était préférable à l'alternative. À quoi penses-tu? À quel point c'était facile. À quel point c'était simple d'être avec quelqu'un qui ne connaissait pas tous mes défauts et mes échecs. À quel point il était tentant de recommencer avec quelqu'un qui me voyait comme parfaite. Ça te manque? Elena resta silencieuse pendant un long moment. Le fait de me sentir désirée me manque. Mais les mensonges ne me manquent pas. La culpabilité ne me manque pas. Et la personne que je suis devenue en menant une double vie ne me manque pas. Tu penses à lui? Parfois. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il a tiré des leçons de ce qui s'est passé. Tu es encore amoureuse de lui? Non. Elle le dit sans hésitation. Je ne pense pas que je l'ai jamais été, en réalité. J'étais amoureuse de l'image que je me faisais de lui, de la façon dont il me faisait me sentir. Mais l'amour véritable ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit de choisir quelqu'un même quand c'est difficile, même quand il nous déçoit, même quand l'image s'estompe. C'est ce qu'on fait, nous? Se choisir l'un l'autre? Tous les jours. Certains jours, c'est plus facile que d'autres. Ce soir-là, nous étions tous les trois assis autour de la table à manger, les téléphones dans une autre pièce, la télévision éteinte, juste à bavarder.
Chloé nous a parlé de ses candidatures à l'université, de sa nervosité à l'idée de sa dernière année de lycée, de son enthousiasme à l'idée d'étudier le journalisme. Je veux être correspondante de guerre, annonça-t-elle. Elena et moi avons échangé un regard de terreur parentale. C'est dangereux, dis-je prudemment. Être avocat, ça l'est aussi dans certains cas. Tu as eu des clients qui t'ont menacé. Elle n'avait pas tort. Le fait est, continua Chloé, je veux raconter des histoires importantes. Je veux aller là où les choses comptent et aider les gens à comprendre ce qui se passe dans le monde. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu une jeune femme pleine de passion, d'assurance et de courage. Quand était-elle devenue si réfléchie, si éloquente, si sûre d'elle? Je pense que tu serais une journaliste formidable, dit Elena. Tu as un excellent instinct pour les gens, et tu n'as pas peur de poser les questions qui fâchent. Merci, maman. Papa. Je pense que ça a l'air effrayant et stimulant, et que c'est exactement le genre de travail qui fait la différence dans le monde, dis-je. Je suis fier que tu saches ce que tu veux. Après que Chloé soit montée travailler sur ses essais pour l'université, Elena et moi avons rangé la cuisine ensemble, une routine que nous avions instaurée ces derniers mois. Elle est incroyable, dit Elena en rangeant les assiettes dans le lave-vaisselle. Elle tient ça de toi. Le courage, la compassion, la façon dont elle voit les gens clairement. Elle tient l'entêtement de toi. J'ai ri. Plaidoyer coupable. Alors que nous finissions de ranger, Elena se tourna vers moi. Kevin, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Est-ce que tu me pardonnes? La question que j'évitais depuis des mois. La question qui était au cœur de tout ce que nous essayons de reconstruire. J'y travaille, dis-je honnêtement. Certains jours, je me réveille et j'ai oublié, et tout semble normal. D'autres jours, je me souviens, et ça me frappe de nouveau. Mais je veux te pardonner, Elena. Je choisis de te pardonner. C'est suffisant, dit-elle, les larmes aux yeux. C'est plus que suffisant. Épilogue, un nouveau départ. 1 an plus tard, je me tenais au fond de la salle polyvalente de l'école primaire Jefferson, observant Elena enseigner le cycle de l'eau à ses élèves de CP. Elle portait une robe bleue qui mettait ses yeux en valeur, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval qui lui donnait presque l'air aussi jeune que ses élèves. Maintenant, qui peut me dire ce qui se passe quand l'eau devient très chaude, demanda-t-elle à la classe. 26 petites mains se levèrent. Emma? Elle se transforme en vapeur et monte dans les nuages. Exactement. Et que se passe-t-il quand la vapeur se refroidit? Elle redevient de l'eau et retombe sous forme de pluie, cria un garçon au premier rang. Elena rit, son visage s'illuminant complètement. C'est ça, Marcus. L'eau effectue un cycle continu. Je pensais au cycle, à la façon dont les relations pouvaient se briser et se reconstruire, à la façon dont les gens pouvaient se blesser et choisir de guérir, à la façon dont l'amour pouvait se transformer en quelque chose de plus profond et de plus résilient. Après la classe, Elena est venue vers moi, là où j'étais debout avec un bouquet de fleurs. C'est pour quoi faire, demanda-t-elle en acceptant les roses. Pour ton premier mois en tant que prof. Je suis fier de toi. Elles sont magnifiques. Merci. Ça fait quel effet? J'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Nous sommes sortis ensemble sur le parking, Elena me racontant ses élèves, leur personnalité, leurs difficultés, leurs réussites. Elle était animée comme je ne l'avais pas vue depuis des années, pleine d'enthousiasme et de motivation. Chloé a appelé ce matin, dit Elena lorsque nous atteignîmes nos voitures. Elle adore Northwestern. Elle travaille déjà pour le journal étudiant. Dès qu'elle a son premier article signé, je l'encadre. Quel papa fier. Elle va changer le monde. Ouais, c'est ça. Ce soir-là, Elena et moi étions assis sur notre terrasse à nouveau, mais cette fois, nous n'avions pas besoin des amorces de conversation du Dr Chen. Nous avons parlé de nos journées, de nos espoirs pour le week-end, d'un livre qu'Elena lisait, d'une affaire sur laquelle je travaillais. Une conversation de couple marié normal, mais elle me semblait précieuse parce que nous avions failli la perdre. Elena, je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ces messages? Elle resta silencieuse un instant, faisant tournoyer le vin dans son verre. Tous les jours. Et je pense qu'on aurait fini par divorcer. Je pense que j'aurais continué à voir Jake jusqu'à ce que la culpabilité me ronge de l'intérieur,
ou jusqu'à ce que tu remarques enfin que quelque chose n'allait pas, ou jusqu'à ce qu'il en ait assez de rester une aventure cachée. Je pense que notre mariage serait mort lentement au lieu de presque mourir rapidement. Tu penses qu'on est mieux maintenant qu'avant? On est différent. Savoir si c'est mieux dépend des jours. Elena sourit. Mais oui, je pense qu'on est mieux. On est plus honnête. On est plus attentif. On ne se prend plus pour acquis. Je t'aime, dis-je, et le pensais d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je t'aime aussi. Alors que nous étions assis là, dans le crépuscule naissant, je pensais à Jake Morrison. J'avais entendu dire par Tom Bradley qu'il avait déménagé à Chicago, trouvé un emploi dans une autre entreprise de livraison, et qu'il sortait avec quelqu'un de son âge. J'espérais qu'il était heureux. J'espérais qu'il avait appris quelque chose de notre brève et douloureuse rencontre. Je pensais à la version de moi-même qui avait fouillé dans le téléphone d'Elena ce jour-là, 8 mois plus tôt, à l'homme qui était tellement concentré sur son travail qu'il avait manqué les signes du mal-être de sa femme, de l'anxiété de sa fille, de sa propre privation émotionnelle. Cet homme me semblait désormais un étranger. « À quoi tu penses ?» demanda Elena. « À la chance qu'on a. » La chance ? D'avoir eu une deuxième chance. D'avoir tous les deux été prêts à faire les efforts nécessaires. De ne pas avoir renoncé l'un à l'autre. Elena prit ma main. « Kevin ? » Oui. « Merci. » Pourquoi ? D'avoir lutté pour nous. D'avoir choisi le chemin difficile au lieu du chemin facile. De m'avoir assez aimé pour me pardonner. Merci d'être revenu. D'avoir choisi nous plutôt que le fantasme. D'avoir eu le courage de dire la vérité. Nous restâmes assis dans un silence confortable, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orange et roses. Au loin, un voisin faisait des grillades, et l'odeur du barbecue flottait au-dessus de notre clôture. Des enfants jouaient dans les jardins de notre rue, et leur rire portait dans l'air du soir. C'était ordinaire et parfait et tout ce que j'avais failli perdre. Elena ? MMM ? Plus de secrets. Plus de secrets. Plus de se prendre pour acquis. Plus de se prendre pour acquis. Tu le promets ? Elle souleva nos mains jointes et embrassa mes phalanges. Je le promets. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, je réalisais que certaines histoires ne se terminent pas par des gestes dramatiques ou de grands moments romantiques. Parfois, elles se terminent avec deux personnes assises sur leur terrasse, se tenant la main, promettant de continuer à se choisir l'une l'autre demain, après-demain et le jour suivant. Parfois, la fin la plus puissante est simplement la décision de recommencer.